Je m'appelle Isolde Varneuil et pendant 4 ans, j'ai appris à disparaître dans les pièces que j'habitais. Ce n'est pas une métaphore, c'est une technique. On aplatit sa voix, on arrondit ses épaules, on choisit les coins des salons plutôt que les centres, on répond aux questions avec d'autres questions pour ne jamais offrir une surface sur laquelle on pourrait frapper. J'avais perfectionné cette méthode au point de la confondre avec ma personnalité. Au point d'oublier que, avant Gaspard, j'avais des contours nets. Gaspard Thévenard m'avait épousée avec la précision d'un collectionneur qui acquiert une pièce rare pour la mettre sous verre. Sa famille possédait 300 ans de vignoble en Languedoc et une façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'ils calculaient en permanence leur valeur marchande. Mon père dirigeait une petite maison d'édition spécialisée en cartographie ancienne, un domaine qui n'intéresse personne et que tout le monde trouve fascinant en théorie. Gaspard avait dit lors de notre première rencontre que les cartes anciennes lui rappelaient que le monde avait été mal compris pendant des siècles et qu'on avait quand même continué à naviguer. J'avais cru que c'était une métaphore sur la résilience. C'était simplement une observation froide sur l'utilité de l'erreur quand elle reste exploitable. Notre mariage avait duré 4 ans, 2 mois et 16 jours. Je les ai comptés non pas par amour, mais parce que les prisonniers comptent les jours, même ceux qui ont oublié pourquoi ils ont été incarcérés. Oriane Dubrul était entomologiste de formation et décoratrice d'intérieur par reconversion. Une combinaison qui aurait dû me sembler intrigante, mais qui dans le contexte ne m'inspirait qu'une fatigue géologique. Elle avait les pommettes hautes et cette façon de tenir un verre de vin blanc comme si le verre lui devait quelque chose. Gaspard l'emmenait partout avec la désinvolture de quelqu'un qui a décidé que les apparences sont un problème que les autres ont, pas lui. Je les avais vus ensemble à des dîners, des vernissages, une soirée de charité pour la restauration d'un château médiéval que personne n'irait jamais visiter. Je n'avais rien dit. J'avais perfectionné l'art de ne rien dire jusqu'à ce que le silence devienne une langue maternelle. La soirée de la Fondation Richard Mauvel se tenait dans les salons de l'hôtel particulier Bressonnière, rue Spontini, dans le 16e arrondissement de Paris. Un bâtiment qui avait l'habitude des secrets. Les murs absorbaient tout depuis 140 ans, les scandales comme les rires, avec la même indifférence aristocratique. La Fondation finançait des bourses pour jeunes restaurateurs de patrimoine. J'aurais dû trouver ça beau. Je trouvais surtout l'éclairage cruel, ces lustres vénitiens qui répandaient une lumière jaune sur tout le monde, révélant les cernes et les mensonges avec une égale brutalité. Je portais une robe que j'avais cousue moi-même, gris céladon, tissu technique emprunté à l'univers de la navigation, léger, imperméable aux taches, conçu pour résister aux intempéries. Une ironie que je n'avais pas planifiée, mais que je trouvais, rétrospectivement, parfaitement appropriée. La couture était ma langue secrète depuis l'adolescence, celle que je parlais seule dans les pièces que Gaspard ne traversait jamais. Il m'avait regardée en quittant l'appartement et avait dit « Tu aurais pu mettre autre chose ». Puis il était sorti le premier. Le salon principal était plein de gens qui connaissaient d'autres gens et les faisaient savoir par la disposition de leur corps dans l'espace. Jamais face à la personne à qui ils parlaient, toujours légèrement pivotés vers la salle, comme des antennes en recherche perpétuelle des signaux plus forts. J'avais pris position près d'une fenêtre donnant sur un jardin à la française, géométrique et figé sous les lumières extérieures, et j'avais commencé à observer les géraniums dans les bacs de pierre avec la concentration qu'on donne aux choses qui ne vous demandent rien. Oriane était arrivée dans une robe couleur rouille profonde qui fonctionnait exactement comme elle le souhaitait. Elle absorbait toute l'attention de la pièce dès l'entrée. Je l'avais vue de loin. J'avais choisi de regarder les géraniums. Elle était venue à moi. C'est une chose que j'ai souvent pensé depuis. Les femmes comme Oriane Dubrul ne viennent pas à vous par hasard. Elles évaluent, elles sélectionnent, elles choisissent leur terrain. Et elles préfèrent toujours le terrain qui leur semble le plus facile. Isolde. Sa voix avait cette texture de velours légèrement humide qu'ont certaines voix quand elles veulent paraître chaleureuses et ne sont que lisses. Comme tu es mignonne avec cette petite robe, on dirait quelque chose de vintage. Je m'étais contentée de la regarder. Gaspard m'a dit que tu cousais toi-même tes vêtements. Elle avait souri, le regard dérivant vers mon ourlet. C'est vraiment courageux. Le courageux était posé là comme une lame bien affûtée,
enrobé dans du coton. Je le sentais. Je ne disais rien. J'avais commencé à répondre, quelque chose de neutre, de géométrique, quelque chose qui ne donnait pas prise, quand son pied avait glissé. Les dalles de marbre de l'hôtel Bressonnière étaient polies depuis 1 siècle et demi. Ses escarpins avaient des talons de 11 centimètres. La physique n'avait pas consulté ses plans. Elle avait trébuché vers moi, attrapé mon bras, et la coupe de champagne qu'elle tenait avait décrit un arc parfait avant de se vider sur le plastron blanc de sa robe. Pas sur moi, sur elle. Pendant 1 seconde, le monde avait retenu sa respiration. Et puis elle avait crié. Pas un cri de surprise, un cri travaillé, calibré, avec la précision d'une partition qu'on a répétée. Elle avait reculé d'un pas, bien que ce soit elle qui ait trébuché, en portant la main à sa poitrine, les yeux agrandis dans ma direction. « Elle m'a poussée !» Sa voix portait à travers toute la salle avec cette clarté particulière qu'ont les accusations quand elles veulent être entendues. « Elle a fait exprès !» Le salon avait changé de température en moins de 3 secondes. Les conversations s'étaient tues, les têtes s'étaient tournées, et dans cet espace de silence que les mots d'Oriane avaient creusé, j'avais vu Gaspard traverser la salle. Il marchait vite, pas en courant. Gaspard ne courait jamais. Il considérait que l'urgence était une forme de vulgarité. Mais avec cette vitesse-là qui ressemble à de la détermination et n'est que de la violence préorganisée. Il était arrivé à notre hauteur en quelques secondes. Il avait regardé Oriane d'abord, sa robe tachée, son expression parfaitement composée dans l'indignation. Puis il m'avait regardé. Dans ses yeux, il n'y avait pas de question, il y avait un verdict. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Sa voix était basse, tendue comme un fil de cuivre juste avant qu'il rompe. « Je n'ai rien fait, elle a glissé, elle m'a attrapé, son verre. » Il ne m'a pas laissé finir. Ce qui s'est passé ensuite, je peux le raconter dans l'ordre chronologique, parce que mon cerveau l'a enregistré image par image, avec la froideur clinique que le corps adopte quand il ne peut pas se permettre d'avoir peur en temps réel. Sa main dans mes cheveux, pas une prise, une saisie, brutale et précise, les doigts refermés sur une poignée de mèche, comme on empoigne quelque chose qu'on possède et dont on n'a plus à prendre soin. La traction vers le bas, le sol de marbre qui montait vers moi dans un angle incompréhensible. Mes genoux qui heurtaient la dalle avec un son bas qui résonnait différemment qu'un son normal, plus creux, comme si le marbre sonnait directement dans mes os. 250 personnes, le silence d'une salle d'opération. Présente tes excuses à Oriane. Sa voix venait de très haut, il me regardait de là-haut, et la distance entre sa station debout et ma position à genoux était la plus honnête chose qu'il m'ait jamais montrée de lui-même. Maintenant. Les larmes n'étaient pas une décision, elles arrivaient d'ailleurs, de quelque part sous le sternum, avec cette logique autonome qu'ont les réponses physiologiques quand elles se fichent éperdument de votre dignité. Je sentais les dalles froides à travers le tissu de ma robe. Je sentais 250 paires d'yeux sur moi, comme un poids physique réparti sur mes épaules. Je sentais la douleur dans mon cuir chevelu pulser avec le rythme de mon pouls. Mes lèvres s'ouvraient. Je ne sais pas ce qu'elles allaient dire. C'est à ce moment-là que la voix est arrivée. Elle n'était pas forte, elle n'avait pas besoin de l'être. Elle avait cette qualité particulière de certaines voix qui remplissent l'espace non pas par le volume, mais par la densité, comme si les syllabes pesaient davantage que les autres sons dans la pièce. « Monsieur Thévenard, ôtez votre main de là, immédiatement. » Toute la salle s'était tournée. Moi aussi, dans la mesure où ma position le permettait. L'homme qui avait parlé se tenait à l'entrée de la salle, comme s'il y avait toujours été, comme si la salle était un décor qu'on avait construit autour de lui, et non l'inverse. Il était de haute taille, en costume bleu nuit sans cravate, le seul homme de la soirée sans cravate, et le seul dont l'absence semblait délibérée plutôt que négligente. Son visage avait quelque chose de taillé dans une matière qui ne composait pas. Une mâchoire nette, des yeux clairs d'une nuance entre le gris et le vert, une expression qui n'était ni la colère ni la menace, mais quelque chose de plus rare et plus efficace, la certitude absolue d'avoir raison. Il traversait la salle maintenant, lentement, chaque pas posé avec une précision qui n'était pas de la lenteur, mais de la mesure. Gaspard ne lâchait pas mes cheveux, mais je sentais sa main hésiter. « Qui êtes-vous pour vous permettre ?» commença Gaspard. Armand Lachenay,
L'homme s'était arrêté à 2 mètres de nous, et dans ses yeux, il n'y avait aucune trace de performance. PDG de la holding Saureveil, nous avons 3 fonds communs, Thévenard. Et si votre main n'a pas quitté les cheveux de cette femme dans les 5 prochaines secondes, nous n'en aurons plus aucun. Le silence avait une texture différente à présent. Quelque chose s'était déplacé dans la pièce, comme quand la pression atmosphérique change avant un orage et que les corps le perçoivent avant que les esprits l'analysent. Gaspard avait lâché mes cheveux, pas par repentir, par calcul, mais il avait lâché. Armand Lachenet était à côté de moi en 2 pas. Il m'avait tendu la main, une main ferme, sans condescendance dans le geste, sans cette surenchère de délicatesse qui est parfois pire que l'indifférence. Juste une main, juste une offre. Je m'étais levée. Il avait ôté sa veste et l'avait posée sur mes épaules sans un mot, avec la même économie de geste qu'on met à fermer une fenêtre quand il pleut. Puis il m'avait regardée, pas avec de la pitié, pas avec ce regard de sauveteur qui veut qu'on le remercie, mais avec quelque chose d'honnête et de direct, comme si on se connaissait depuis assez longtemps pour ne pas avoir à jouer la scène de la rencontre. « Venez !» Et j'étais partie avec lui. Derrière nous, j'entendais Gaspard dire quelque chose, Oriane dire quelque chose, la salle se remettre à respirer et à commenter avec ce ronronnement particulier des foules qui ont assisté à quelque chose dont elles ne savent pas encore si elles devraient avoir honte. Dans le couloir, l'air sentait la cire et quelque chose d'ancien. Armand Lachenet avait arrêté de marcher et m'avait regardé avec attention. « Est-ce que vous êtes blessé ?»« Mes genoux. Un peu. Ce n'est pas rien. » Il avait dit ça sans sécheresse, juste comme un fait qu'il refusait de minimiser. « Il y a un salon au bout du couloir. Asseyez-vous. Je reviens. » Il était revenu avec de la glace enroulée dans un linge de service et une femme du personnel médical de l'hôtel qui avait examiné mes genoux avec sérieux. Rien de cassé, des écorchures, de l'hématome en formation. Armand s'était assis dans le fauteuil en face de moi, sa veste toujours sur mes épaules, et m'avait regardé sans chercher à remplir le silence. C'est lui qui avait parlé le premier. « Je vous ai vu une fois, il y a longtemps. » Sa voix était différente dans cet espace plus petit, plus humaine, dépouillée de la projection qu'il avait mise dans la salle. Une exposition de textile expérimental à Lyon. Vous avez passé 40 minutes devant une installation faite de filets de pêche décomposés et d'encre de sèche. Tout le monde passait en moins de 2 minutes. Je ne me souvenais pas de lui, mais je me souvenais de cette installation. Le travail était mal éclairé, avais-je répondu machinalement. Les nuances disparaissaient avec un éclairage standard. Il fallait attendre que les yeux s'adaptent. Il avait hoché la tête. J'ai pensé la même chose. Je ne l'ai dit à personne parce que ça aurait pris plus de temps que je n'en avais. Et quand je suis revenue, vous étiez partis. Nous avions parlé pendant 1 heure dans ce couloir. Pas de Gaspard, pas d'Oriane. De la cartographie ancienne, il connaissait les portulans de l'école catalane du XIVe siècle mieux que je ne l'aurais cru possible pour quelqu'un dont la profession principale impliquait des fonds d'investissement. De textile, de la façon dont certains matériaux absorbent la lumière et d'autres la renvoient, et pourquoi cette différence dit quelque chose sur la façon dont on construit les choses pour durer ou pour briller. Avant de quitter l'hôtel, il m'avait donné sa carte, rien d'autre. Les semaines qui avaient suivi cette nuit avaient eu la texture particulière des reconstructions, lentes, parfois douloureuses, avec ces moments où on découvre qu'on a perdu des habitudes sans s'en apercevoir, et d'autres où on réalise qu'on n'avait jamais eu certaines libertés et qu'on peut les inventer de zéro. J'avais quitté l'appartement de Gaspard avec 3 valises et un carton de livres. J'avais laissé tout le reste, les meubles qu'il avait choisis, les assiettes qu'il avait achetées, les tableaux qu'il considérait comme des placements. J'avais pris ma machine à coudre, mon matériel de cartographie numérique que j'utilisais dans un projet personnel depuis 2 ans, et les 3 carnets où je dessinais des patrons depuis l'adolescence. J'avais trouvé un appartement à Belleville avec des murs en briques et des fenêtres hautes qui laissaient entrer une lumière de biais en fin d'après-midi, celle qui transforme les surfaces ordinaires en quelque chose d'étrange et de précis à la fois. J'avais commencé à travailler. Ce que j'avais découvert pendant les 4 ans de mariage avec Gaspard, c'est que le silence qu'on s'impose finit par ressembler à de l'espace. Mais ce n'en est pas. L'espace, le vrai, celui dans lequel on peut se déployer, a une texture différente.
Il récompense le mouvement plutôt que de le punir. Armand m'avait rappelé 10 jours après la soirée. Pas pour reprendre la scène, pas pour élaborer. Pour me demander si j'avais vu l'exposition de textiles islandais qui venait d'ouvrir au palais de Tokyo. Je n'y avais pas été. Il non plus. Nous y étions allés ensemble le lendemain. Ce n'était pas une histoire qui avançait vite. C'était une histoire qui avançait juste, ce qui est entièrement différent. Armand avait une façon de ne pas occuper plus d'espace qu'il n'en avait besoin, dans une conversation, dans une pièce, dans une relation, qui m'avait d'abord semblé étrange, habitué que j'étais à des hommes qui remplissaient tout le volume disponible comme un gaz. Il avait ses propres distances, ses propres territoires qu'il protégeait. Il me les avait montrés progressivement, comme on ouvre des pièces dans une maison qu'on n'est pas sûr de vouloir partager. Gaspard, lui, avait eu des nouvelles à gérer. Oriane Dubrul, la vidéo de sa chute, filmée par plusieurs téléphones sans qu'elle le sache, avait circulé avec la rapidité particulière des choses qui révèlent quelque chose de vrai sur quelqu'un. On y voyait clairement la chronologie, son déséquilibre, son accrochage à mon bras, le verre qui partait de sa propre main. On y voyait aussi son cri arriver exactement une demi-seconde trop tard pour être spontané. Sa clientèle dans la décoration d'intérieur, des gens qui vivent dans des espaces calculés pour créer des impressions, avaient peu de tolérance pour la maladresse du mensonge. Pour Gaspard, les conséquences avaient été d'une autre nature. Armand, lors d'une révision de routine des accords entre leurs structures, avait signalé plusieurs clauses litigieuses qu'il souhaitait renégocier. Il n'en avait jamais parlé comme d'une représaille. C'en était peut-être simplement une, dans la logique froide des affaires, on ne continue pas à travailler avec des gens qui ont montré comment ils fonctionnent sous pression. 6 mois après la soirée Richard Mauvel, ma marque de textile, Céladon Varneuil, avait son premier client professionnel, un hôtel-boutique à Marseille qui voulait rhabiller ses espaces communs avec des matières qui racontaient quelque chose. J'avais dessiné des tissus qui ressemblaient à des cartes marines décomposées par le sel et le temps. Le directeur artistique avait dit que c'était comme regarder la mémoire de l'eau. J'avais trouvé que c'était une belle façon de décrire ce qu'on fait quand on transforme quelque chose de douloureux en matière. Cette nuit-là, à genoux sur le marbre froid du salon Bressonnière, je n'avais pas pensé à la dignité. Je n'avais pas pensé au futur. J'avais pensé à la texture froide des dalles sous mes paumes, à la façon dont le corps enregistre tout, même quand l'esprit voudrait ne pas être là. Et maintenant, parfois, quand je travaille un nouveau tissu et que je cherche la tension juste dans les fils, ni trop lâche, ni trop tendue, je pense que c'est peut-être ça que j'ai appris cette nuit-là. Que la résistance n'est pas la rigidité, que tenir ne signifie pas ne pas plier, que certains matériaux doivent être presque brisés pour révéler ce dont ils sont capables. Armand m'a dit un soir, alors qu'on regardait les lumières de Paris depuis sa terrasse du 11e, que ce qu'il avait vu dans cette salle n'était pas quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'était quelqu'un qui méritait que quelqu'un témoigne. La nuance m'avait prise de court, puis je l'avais comprise dans tous ses détails. Il y a des histoires qui se terminent, et il y a des histoires qui commencent là où les autres s'arrêtent de comprendre ce qui se passe. La mienne avait commencé sur un sol de marbre froid, un soir de novembre, avec du champagne renversé et une voix qui avait traversé 250 silences pour dire ce que personne d'autre n'avait eu le courage de formuler. Si cette histoire vous a touché, laissez un cœur sous la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Les prochaines histoires sont encore plus intenses.